pensé à faire une activité depuis un moment, mais vous ne savez pas laquelle. Aujourd'hui, donc, Ambitious Talk Show, on va parler de pisciculture. Bonjour, je m'appelle Banimo Joyce Ivana pour votre talk show Ambitious. Aujourd'hui, nous accueillons un homme fort. Il va se présenter. Bonjour, je suis Walter Togiem. Je suis entrepreneur jeune vert, ingénieur à Lyon et j'exerce dans l'aquaculture depuis pratiquement un an. Vert, je suis entrepreneur vert, ça veut dire je fais également dans la gestion et la valorisation des déchets en charbon et en biogaz. Bon, aujourd'hui, nous accueillons M. Walter pour qu'il nous parle de son activité qui est la pisciculture. C'est quoi la pisciculture? La pisciculture, de façon générique, c'est la production de poissons en milieu d'eau douce, en milieu saumâtre ou en milieu marin. D'accord. C'est quoi la différence entre ces trois milieux-là? La différence, c'est au niveau du taux de salinité. En eau marin, le taux de salinité va au-delà de 35 ou 1000, alors qu'en milieu saumâtre, il est un peu plus bas. Et en eau douce? En eau douce, il est encore plus bas. Donc, eau saumâtre, c'est le milieu. C'est le milieu. Et eau douce, c'est le plus faible. D'accord. Comme par exemple, là, nous faisons la production des espèces d'eau douce, donc des silures. Silures. Ok, nous on a l'habitude de le dire silures. On a silures, S-I-L-U-R-E. D'accord. Les silures sont des espèces qui sont mieux adaptées dans les bacs de taurine. Contrairement au tilapia et au carpe. Oui. Parce que si on réalise des carpes ici, les résultats ne sont pas très bons. Mais les carpes et les tilapias se développent mieux dans les étangs. Alors que les silures, eux, ils se développent que ce soit dans les bacs bétonnées, que ce soit dans les étangs, que ce soit même dans les cages flottantes. Les cages flottantes, ce sont des équipements qu'on fait directement dans des rivières. Ce sont comme des cages, des systèmes de cages dans lesquels on met juste des poissons. L'avantage avec ces genres d'équipements, c'est que on n'a pas besoin de renouveler l'eau, ça se renouvelle de façon automatique. C'est une source naturelle. Voilà. Ok. Et je peux savoir ce qui t'a poussé à te lancer dans ce secteur d'activité? Bon, parce que j'ai regardé autour de moi, j'ai vu la majorité du peuple camerounais consomme beaucoup de poissons congelés. Oui. Or, nous savons bien que ces poissons-là n'ont pas toutes les valeurs nutritionnelles. La loi du FIFO dans nos poissonneries ou dans nos chambres froides n'est pas toujours respectée. Du coup, on retrouve beaucoup de poissons faisandés dans les poissonneries. Donc, c'est fort de ce constat que je me suis dit que je pouvais faire mener une action auprès de ma communauté en produisant du poisson, question d'impacter sur la santé, ne serait-ce que de mon quartier. On pense à notre santé avant, sachez-le. Comment ça s'est passé au début? Vous avez débuté, parce que je suppose que ce n'était pas aussi grand au début, vous avez débuté avec combien? Bon, l'aquaculture, le plus grand frein des entrepreneurs qui veulent se lancer dans la pisciculture, c'est l'aliment. Parce qu'aujourd'hui, nous utilisons les aliments importés. Parce que c'est bien facile de fabriquer les aliments de façon locale, mais l'inconvénient, c'est que cet aliment ne flotte pas. Donc, du coup, les aliments qu'on utilise ici, ça flotte? Oui, ça flotte. Donc, du coup, beaucoup d'aquaculteurs ou bien beaucoup d'entrepreneurs aquacoles ont du mal à de se lancer parce que le coût de l'aliment importé est élevé. Je crois que le kilo, c'est à 1200 francs. Et donc, c'est un peu ça. Mais nous avons débuté avec 2 bacs. Avec 2 bacs avant d'être à ce niveau. Mais je vois que la largeur du bac est assez tendue. Est-ce que vous avez débuté avec une taille
aussi grandes ou alors vous avez débuté avec des petits bacs? Non, les bacs, je parlerai des bacs en bâche. Bon, ce ne sont pas ce type de... Oui, parce que ça bétonné, ça doit être beaucoup plus cher. Ça doit être beaucoup plus cher. Ça, ce sont des bacs bétonnés, oui. Donc, qui sont plus chers. Oui, les bacs en bâche dont je vous parle, c'est environ 250 000 francs pour 5 mètres cubes. Et du coup, vous avez besoin de combien de mètres pour un bac? Un bac prend 5 mètres cubes d'eau. Disons, quand on fait les estimations, oui, on prend 5 mètres cubes d'eau chaque jour et qui prend 2300. Wow. Du coup, vous avez débuté avec 4000 poissons. Avec 4000 poissons. Waouh! Mais c'est énorme ça. Ok. Pour un rendement de 2 tonnes. 2 tonnes après 4 tonnes. Wow. Du coup, les poissons, ça double ou ça triple? Non. L'inconvénient, je ne sais pas si on va dire l'inconvénient ou l'avantage avec cette espèce, c'est qu'ils ne peuvent pas se reproduire en captivité. Oui. Captivité. Donc tout ce qu'ils ont à faire, c'est juste de grandir. Ceux qui peuvent résister vont résister, d'autres vont peut-être mourir. Oui. Ok. Avant de se lancer d'abord, j'ai dû faire une étude de marché. J'ai eu à aller près des restaurants, près des ménages, question de leur expliquer mon intention de produit, s'ils seront intéressés à acheter. Il y a certains qui se sont prononcés de façon positive. Donc c'est à partir de ce moment que j'ai décidé de me lancer. Comment est-ce que tu fais pour vendre tes poissons? Une fois que les poissons sont arrivés à maturité, je fais un communiqué parce que j'ai leur adresse. Je fais un communiqué pour la livraison et chacun vient même sur le site directement prendre le kilo. Et à combien est-ce qu'on vend le kilo? Le kilo officiellement est à 2500 francs. Oui, mais quand vous prenez au-delà de 200 kilos, on peut vous laisser à 2000 kilos. Ok, vous êtes également grossiste? Bien sûr. Ok, d'accord. Vous avez débuté environ avec combien? Ah, en combien de francs CFA? Disons 1,5 million. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Parce qu'il y a l'eau. C'est pas l'eau, c'est pas n'importe quelle eau. C'est pas l'eau de la Silex, c'est pas l'eau. Peut-être c'est pas n'importe quelle eau. Bon, moi j'ai débuté avec 1,5 million sans compter le forage. Oui, parce que le forage à lui seul coûte 2 millions. Oui. Du coup, ça veut dire que je ne peux pas me lever un jour et je me dis, je vais me lancer dans la pisciculture, j'achète juste mes poissons, je les mets dans l'eau, là ils vont pas... Non, si vous pouvez bien. Parce qu'en lieu de forage, vous pouvez également faire un puits. Mais c'est quoi la différence entre l'eau de Camwater et l'eau de forage? La différence, c'est que Camwater a un taux, c'est de l'eau traitée. Oui, c'est de l'eau traitée. Et dans cette eau, le taux de chlore est élevé. Ah d'accord. Pour tuer les bactéries. Pour tuer les bactéries, nos poissons sont sensibles au chlore. Oui. On doit toujours traiter notre bac. Bien que le forage soit déjà clair, on doit traiter notre bac avant de mettre nos poissons dans le bac. D'accord. L'eau est composée de quoi pour que les poissons puissent être produits dans de très bonnes conditions? Dans de bonnes conditions. On a d'abord le pH. Notre pH doit être situé autour de la neutralité, entre 6,8 et 7,5. Ok. On a les nitrites. Les nitrites qui doivent avoir un taux relativement faible, voire même nul. Oui. On a également le chlore qui doit être relativement faible, nul. Bon, je crois que ce sont les paramètres principaux à prendre en compte. Quand j'observe, je vois que l'eau est verte. Moi, je peux peut-être me dire que c'est la saleté, mais je suppose que non, c'est pas la saleté. Est-ce que M. Walter peut nous éclairer là-dessus? En fait, l'eau est verte à cause des phytoplanctons. Oui. C'est quoi des phytoplanctons? Ce sont des plantes microscopiques
qui sont produites par le phénomène de photosynthèse. Oui. En fait, l'aliment que nous jetons, il y a un reste qui s'en va au fond, Oui. qui se dégrade. Oui. En fait, qui constitue des engrais. Des engrais. Et dans notre milieu, on a toujours des bactéries. Oui. Donc, ces micro-organismes-là vont, ces engrais-là, avec l'assistance des micro-organismes par le phénomène de photosynthèse, vont produire ce qu'on appelle les phytoplanctons, qui vont rendre notre eau verte. Vous voyez cette coloration-là. Et ces phytoplanctons également servent d'aliment à nos poissons. Les poissons ont leur aliment que vous lancez, Oui. c'est ça qui coûte cher. Mais maintenant, à l'absence de ces aliments-là, ils se nourrissent des phytoplanctons. D'accord, merci M. Walter. Est-ce que M. Walter a toujours voulu faire dans ce secteur d'activité-là? Ou alors ce sont les revers de la vie? En fait, je dirais que mon plus grand rêve, c'est d'avoir une ferme écologique. Oui. Oui. Parce que mon modèle aujourd'hui, c'est Songhai. Songhai a sa ferme au Bénin. Dans sa ferme, il fait tout. Il fait toutes sortes d'élevages qu'on peut imaginer. Et à la fin, ces déchets, il les transforme, il les valorise en engrais organiques et en biogaz. Du coup, ces engrais, ces ordures, nous produisent de l'énergie, qu'elle soit électrique, qu'elle soit pour cuire ses aliments. Du coup, c'est ça mon modèle dans ma tête. Donc, ça fait que la pisciculture fait partie d'un de mes objectifs. Oui. Mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Ok, mais maintenant, concernant peut-être les variétés des poissons qu'on produit ici, je vois que c'est uniquement la figure. Vous avez dit que les autres poissons ne peuvent pas mieux se développer dans ce genre de bac et tout. Mais est-ce que ça ne limite pas l'activité? Je me dis, peut-être en produisant plusieurs variétés de poissons, vous pouvez avoir un peu plus... clients. Oui. C'est vrai que ça limite l'activité, mais on ne peut pas se lancer dans quelque chose quand on connaît déjà les résultats qui vont découler. Je vous ai dit que les rendements, quand on fait dans les bacs de clinique, ils sont faibles. Les rendements sont très faibles. Donc du coup, même si c'est que je dois me lancer dans d'autres espèces, ce sera soit dans les étangs, soit dans les cages flottantes. Mais qu'est-ce qui vous bloque donc? C'est les sous, les finances. Les sous, c'est un gros problème. Oui. Ça, c'est une formation. Dès que tu as terminé ta formation, comment est-ce que l'activité s'est présentée? Ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est qu'ils s'attardent beaucoup sur le succès, sans savoir que derrière ce succès, il y a une bataille. Il y a plein d'échecs qu'on ne montre pas, qu'on ne présente pas. Je prends par exemple nos statuts au hasard. On n'a jamais mis en statut qu'on a eu une mauvaise note, ou bien en statut qu'on a eu un échec. On est toujours prêt à mettre des trucs positifs. Vous voyez. Mais c'est peut-être parce que ces gens-là, ils préfèrent gérer les problèmes seuls et maintenant afficher les résultats. Oui, ça fait que du coup, beaucoup s'attachent juste au succès. Oui, vous voyez. Et c'est juste pour dire que se lancer c'est bien, mais se lancer c'est aussi ce courage de dire oui, même si j'échoue, il n'y a pas de souci, je peux me relever, je peux continuer. Oui. Et surtout que quand on échoue, on apprend. On apprend, ça c'est vrai. On ne répète plus les mêmes erreurs. Parce que je me rappelle une fois, je suis venu ici avec certains collègues parce qu'on devait faire le calibrage. C'était ici en plein soleil et on a eu beaucoup de biais. Et le comptage, ça se fait comment? On compte n'importe quoi. Non, mais vu qu'il y a tellement de poissons dans l'eau, vous enlevez, vous mettez dans un autre bac. Dans un autre bac. Ah d'accord. Jusqu'à ce que tu fasses. Jusqu'à ce que, parce que c'est ça le suivi. Est-ce qu'il y a une profondeur à respecter quand on remplit les bacs? Généralement, on s'arrête à 1 mètre. Okay. Bon, ça dépend, tout dépend de leur biomasse, de leur masse.
quand ils sont petits, on peut même mamie et peu. Mais quand ils sont déjà grands, si on a respecté la densité, si on a respecté le nombre au mètre cube, parce que ce bac peut prendre 14 000. 14 000 sujets, 14 000 personnes. Ok, et c'est quoi la grosseur maximale de disons des 8 kilos. Mais des 8 kilos. Quand ils arrivent à maturité, mais il peut arriver quand il y a même des poissons de 1 kilo, même 1 kilo. Mais vous avez déjà produit un poisson de 1 kilo? Bien sûr. J'aimerais bien voir. Ok, j'aimerais savoir, c'est quoi votre plus grosse difficulté? Le plus gros problème, je dirais, c'est l'écoulement, la vente. Parce que des fois, et aussi, ici à Douala, où nous réalisons l'activité, ce poisson n'est pas plus beaucoup consommé ici à Douala. Contrairement, il est consommé beaucoup plus à Yaoundé. Parce que c'est d'abord quelque chose de culturel chez eux. C'est un poisson avec lequel eux ils font leur mets traditionnel. Donc du coup, quand on produit ici, c'est plus vendu à Yaoundé. Et avec les frais de transport et tout ce que cela comporte, ça fait que des fois on a des pertes, des fois le client n'est pas prêt à reprendre. Du coup, ça veut dire que vous parfois, il y a des commandes, mais après, finalement, ils n'achètent pas. À Yaoundé. Voilà. Mais ça, c'est méchant. C'est des petits problèmes que nous avons. Ok, mais comment se passe le transport des poissons jusqu'à Yaoundé? On fait à travers des agences. Des agences pour livrer le transport. Parfois, on peut se déplacer nous-mêmes. Et quand la commande est énorme, nous-mêmes nous pouvons nous déplacer. Est-ce qu'ils ne meurent pas? Ou alors vous pouvez livrer ces gens? Bon, des fois, ils arrivent qu'ils meurent. Bon, on va faire comment? Mais le client ne se plaint pas. Il se plaint. Mais ce qui est suivant toujours. Parce que les poissons que nous achetons dans les poissonneries, c'est mort. Voilà, nous ne savons pas s'ils étaient morts ou s'ils étaient vivants. On ne peut pas savoir. D'accord, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été vivants à un moment donné. Oui, c'est ok. L'aliment est composé de plusieurs ingrédients qu'on a assemblés en fonction du taux de protéines qu'on veut obtenir à la fin. Oui, donc ça dépend. On a les tourteaux de maïs, tourteaux d'arachide. C'est quoi tourteaux? Les tourteaux, c'est les restes là. Quand c'est cassé. Ah, d'accord. On a la farine de poisson, on a également des vitamines, on a également du sel. Donc c'est une variété d'ingrédients qu'on a assemblés. Mais au début, tu m'as dit que le plus gros problème dans la pisciculture, en fait, c'est les nutriments que les poissons. En fait, maintenant, quand tu me parles de la composition de ces produits-là, je vois qu'on peut obtenir tout ça ici. Oui, j'ai dit le souci c'est juste que nous-mêmes nous pouvons formuler nos aliments, mais ça ne flotte pas. Ça veut dire une fois qu'on a mis à l'eau, il coule. Ah d'accord, mais et le poisson ne part pas. Il ne part pas au fond. Donc lui, il faut que l'aliment soit là en train de flotter pour qu'il vienne s'alimenter. Ah d'accord. Et quand ça coule, ça pollue l'eau. Si ça pollue l'eau, lui n'est plus en sécurité, il se sent menacé. Ah d'accord. Mais je pense que maintenant là, en tant que pisciculteur, vous devez, en fait, vous avez l'obligation de trouver la solution pour que les aliments puissent flotter. Bon, nous sommes en train de travailler, c'est pas facile. Oui, bon, vous savez, la pisciculture est vaste. Donc chacun prend son département. Si tu as dit que bon, tu seras dans la production, l'autre s'occupe peut-être dans l'alimentation. Bon, chacun gère son pouvoir. D'accord. Tu m'as dit que tu étais formé dans ce domaine-là. La formation a duré combien de temps? Bon, j'ai fait 2 ans de formation. Oui, parce que
je suis entré là-bas avec une licence en biologie. Oui, et j'ai fait 2 ans, à l'issue de 2 ans, j'ai soutenu mon diplôme en 2017. Je suis ingénieur à l'UT, spécialité gestion des écosystèmes aquatiques, oui, environnement. Quand on parle d'halieutique, en fait, c'est production, c'est exploitation des ressources aquatiques. Oui, dans tout ça, il y a production. Quand on dit exploiter des ressources aquatiques, c'est produire, c'est consommer, c'est la gestion durable. Est-ce qu'un Camerounais lambda peut se lever et dire que je veux faire dans la pisciculture? Bien sûr. Sans faire de formation? Bien sûr. Ok, et il lui faut combien de temps pour ça? Bon, on peut juste le former sur le temps et le suivre. Et le suivre peut-être dans sa ferme, simplement. Et je crois qu'en le suivant, lui il va voir peut-être les difficultés sur le terrain. Il doit apprendre. Il doit apprendre sur le terrain. Oui, et je crois que c'est la meilleure formation. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de diplômés là qui ont des gros diplômes, mais sur le terrain ils sont mieux. Alors qu'il y a d'autres qui ne sont même pas allés à l'école, mais qui sont très forts. La cause même quand nous faisions nos stages, on a rencontré beaucoup de nos encadreurs qui n'étaient même pas allés à l'école. Mais ils étaient mieux aguerris sur le terrain. J'ai souvent entendu que les gros poissons mangeaient les petits poissons. Oui, c'est une caractéristique de cette espèce de cellule. Mais quand ils sont mélangés avec des petits, les doubles. Mais qu'est-ce que vous faites pour le calibrage? On ne sait pas. Ok. Mais ça veut dire, vous faites comment pour attraper les tout petits poissons? En fait, il y a parfois des tamis avec des mailles. Oui. Qui laissent passer les plus petits. Oui. Qui laissent passer les plus petits. On va parler des maladies. Bon, les maladies, je crois que tout ça, nous avons déjà pu avoir des solutions. Parce que le tout, c'est pour contrôler. Le tout, c'est de respecter les mesures. Respecter les mesures, toujours utiliser le sel. Ne pas laisser n'importe qui avoir accès à la ferme. Oui, parce que parfois nous sommes des porteurs et nous transmettons les maladies aux animaux. Et toujours mettre sa pédigree à l'entrée des fermes. Oui, c'est tout ça. Et vérifier toujours le niveau de l'eau, remplacer. Sur les réseaux sociaux, une fois j'ai vu carrément quelqu'un qui avait sa ferme et il dit qu'un poisson a été contaminé, du coup il a perdu tous ses poissons. Est-ce que tu as déjà vu ça? Non, pas vraiment. Mais récemment j'étais du côté de Missolé, dans la ferme d'un ami. Là-bas lui il travaille dans une porcherie et au fait dans une ferme dans laquelle il y a une porcherie et également des barques bétonnées qui élèvent des poissons. Bon, je suis arrivé au niveau. Il a bien fait son élevage jusqu'à les 4 mois, mais le promoteur n'a pas voulu vendre. Il a laissé toujours. Donc il y a eu une infestation. Parce qu'ils utilisent les déjections de porc pour produire des asticots, pour nourrir les poissons. Donc du coup, parfois quand ils quittent de la ferme porcine, ils s'en vont dans la ferme piscicole sans nettoyer leur bord. Du coup, il y a eu une infestation qui a ravagé plusieurs poissons là-bas. Je suis arrivé, j'ai fait ce constat. Ça veut dire qu'il faut être très minutieux. Très minutieux. Oui, et respecter l'hygiène. L'hygiène, oui. Et si réellement j'utilise cette bosse pour un autre type d'élevage, dès que je m'en vais dans l'autre, je dois toujours changer, désinfecter totalement. Tout en mettant en esprit que mon désinfectant n'aura pas d'incidence sur l'autre élevage. C'est quoi ta plus-value en tant que... Allieux. Voilà. Mais aujourd'hui, je crois que bon, sans me vanter, sans me jeter des fleurs, beaucoup de jeunes, surtout beaucoup de mes petits frères académiques, qui me prennent comme modèle. Oui, et je crois que c'est ça ma plus grande fierté. Même si je peux parfois avoir de l'argent, mais déjà en ayant ça à l'esprit,
ça me permet toujours de travailler, parce que à tout moment je pourrais être sollicité soit par un petit. Il faut que j'ai cette capacité, il faut que j'ai toujours cette matière grise à lui transmettre. L'avantage pour la société, c'est quoi? Plusieurs réductions des maladies, la mise à disposition d'une viande fraîche, d'une viande avec des saines, avec toutes les valeurs nutritionnelles. Oui. Nous arrivons à la fin de notre talk show. J'espère vraiment que vous avez aimé et que vous avez appris de la pisciculture. Merci à M. Walter de nous avoir accueillis. N'hésitez surtout pas à aimer la vidéo et à partager pour que ça touche le maximum de personnes. Tous ceux-là qui veulent se lancer dans la pisciculture et ils aimeraient avoir certaines informations. Merci, bye bye. Bye.